Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer enfin ce cours sur les ressources et plus particulièrement cette dernière partie sur les ressources alimentaires. Alors souvenez-vous, en début de semaine, vous aviez à travailler sur une étude de cas, un cas particulier d'une situation alimentaire dans un pays. C'était le cas de l'Indonésie. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur et on va voir la situation alimentaire dans le monde. On va faire un constat un peu global et on conclura en se projetant un petit peu sur l'avenir du monde au niveau alimentaire. Donc vous pouvez noter à la suite dans votre cahier, après avoir passé une ou deux lignes, vous pouvez noter petit b, la situation alimentaire dans le monde. Si vous avez commencé à regarder cette vidéo et que vous n'avez pas encore répondu au questionnaire, vous pouvez tout de suite arrêter, faire stop dans la vidéo et à partir des deux documents que je vous ai mis en pièce jointe, vous répondez au questionnaire. Il est cette fois très court, le questionnaire, cinq petites questions seulement. Si vous avez déjà fait ce questionnaire, eh bien, vous pouvez évidemment poursuivre cette vidéo. Alors, premier constat qu'on peut faire sur la situation alimentaire dans le monde, à partir de ce graphique qui nous représente le pourcentage de personnes sous-alimentées dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sous-alimentation? Eh bien, c'est des gens qui sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils manquent de nourriture, qui n'ont pas la nourriture suffisante pour répondre à leurs besoins naturels. Donc, bah, au plus risqué, bah, évidemment, c'est la mort, mais avant peut-être la mort par famine, on a d'abord tout un tas de carences alimentaires qui entraînent un certain nombre de problèmes corporels, problèmes au niveau des organes, problèmes au niveau de la croissance, donc tout un tas de problèmes qui est dû à cette sous-alimentation. Alors ce qui est intéressant dans un graphique, c'est surtout de constater l'évolution. Si vous regardez, notre graphique remonte aux années 1970, et dans les années 70, dans le monde, un tiers de la population, vous voyez, on est entre 30 et 35%, donc 33% à peu près, un tiers de la population, une personne sur trois dans le monde, il y a 50 ans, était sous-alimentée, ne mangeait pas à sa faim. On peut le dire familièrement comme ça, ne mangeait pas à sa faim. On le voit, la courbe descend, donc ça veut dire que les personnes sous-alimentées diminuent, leur nombre diminue. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. On peut se dire que la situation alimentaire dans le monde s'améliore. Et on est à peu près aujourd'hui à 14-15%. On n'a pas les statistiques de 2020, ça s'est un peu aggravé avec la pandémie de coronavirus actuelle. On est autour de 15%. Alors pourquoi? Pourquoi on a réussi, comment on a réussi, alors qu'on sait, nous on a fait une leçon hein, sur la croissance de la population, on sait que dans le même temps, il y a eu plus de monde, il y a eu, la population a augmenté, il y a eu une vraie croissance démographique. Donc comment on a fait pour nourrir mieux une population qui augmente? Alors, la première réponse, on peut l'observer à partir de cet autre graphique, où on voit que dans les années 1960, 60-70, un champ, on va prendre un champ lambda, permettait de nourrir deux personnes. Un champ d'un hectare permettait de nourrir deux personnes. 50 ans, 55 ans plus tard, ce même champ d'un hectare permet de nourrir cette fois quatre personnes. Donc, comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on a fait dans les techniques agricoles pour permettre au même champ d'avoir un meilleur rendement? C'est ça la vérité. Parce qu'on arrive à nourrir mieux, c'est-à-dire qu'on arrive avec ce même champ à produire plus pour nourrir plus d'habitants. Alors, comment ça s'est passé? Ben ça, il faut se souvenir de ce que vous avez fait sur l'Indonésie, et c'est un cas qu'on peut observer ailleurs dans le monde, hein. Donc en Indonésie, comme ailleurs d'ailleurs, hein, en Inde ou dans d'autres pays, même en Afrique, on a assisté à ce qu'on a appelé la révolution verte, c'est un peu le surnom que l'on donnait, mais c'est tout simplement une modernisation de l'agriculture. Alors, ça peut être par l'intermédiaire du développement des produits chimiques, type engrais, type pesticides, mais c'est aussi l'amélioration du matériel avec des machines. Je vous montre cette photographie impressionnante d'un champ de soja au Brésil. Regardez l'équipement et le développement tel
une armée ici de chars. Ce n'est pas des chars, évidemment, ce sont des moissonneuses-batteuses. Donc il y a eu une véritable modernisation dans la deuxième moitié du XXe siècle qui a permis aux éleveurs et surtout aux agriculteurs de produire beaucoup plus, hein, grâce à ces différents moyens, que ce soit les engrais, pesticides ou la mécanisation. Alors si on fait le bilan, si on regarde aujourd'hui un dernier graphique, avant de noter les premiers éléments dans le je retiens, si on regarde, vous avez ici sur ce dernier graphique la courbe de la population en rouge et la courbe en bleu de la production agricole. Donc si l'on regarde, on constate qu'aujourd'hui, alors c'est des statistiques de 2012, ça n'a pas beaucoup évolué en 9 ans, hein, rassurez-vous, agricole devrait permettre, puisqu'elle est au-dessus de la population, la production agricole devrait permettre de nourrir toute la population. On a assez de nourriture aujourd'hui dans le monde, on le sait, hein, c'est avéré, on a assez de nourriture pour nourrir l'ensemble des êtres humains de cette planète. Le graphique nous le montre, puisque, alors, base 100, si vous voulez, on a fait des calculs un peu particuliers, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce graphique, en voyant la courbe de la production dépasser celle de la population, nous révèle simplement, effectivement, que grâce à cette production agricole, on est en mesure, si on le veut bien, alors on verra pourquoi ça ne marche pas, mais si on le voulait, on pourrait nourrir l'ensemble de cette planète. Alors on va noter quelques premières phrases dans le je retiens. Donc à la suite de ce petit p, vous allez noter je retiens. Donc premier constat, qui est quand même assez positif, hein, soyons optimistes. La situation alimentaire, elle s'est améliorée hein, depuis plusieurs décennies. Depuis, vous voyez, dans les années 70, nos graphiques de remonter aux années 70, 60, 70, on voit que les personnes sous-alimentées, leur nombre est passé de environ 33%, c'est-à-dire un tiers, c'était énorme. Une personne sur trois dans le monde était mal nourrie, ou sous-nourrie, à aujourd'hui un petit peu moins de 15%. Et on a vu grâce à quoi? C'est notamment grâce à cette modernisation de l'agriculture, où on est passé à une agriculture destinée à plus vendre, destinée à produire beaucoup plus, hein, donc une agriculture plus intensive. Et grâce à ça, on a aujourd'hui, théoriquement, une production agricole qui nous permet de nourrir largement toute l'humanité. Alors je reviens à ce graphique quand même, parce que ce qui est intéressant de noter, tout à l'heure on a dit, il y a une amélioration puisqu'il y a de moins en moins de personnes dans le monde qui sont sous-alimentées. Oui, mais on n'a pas atteint le zéro. Vous voyez qu'on est autour de 15, 14-15% des habitants de cette planète qui sont encore sous-alimentés. Je vous donne le chiffre en millions, combien ça représente d'habitants en réalité. Ça représente aux alentours de 800 millions de personnes. Donc vous vous en rendez compte quand c'est tout de même colossal, 800 millions de personnes aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, ne sont pas alimentés suffisamment pour répondre à tous leurs besoins essentiels, vitaux. Alors comment expliquer ce décalage? Alors qu'on sait qu'il y a suffisamment de nourriture, comment expliquer qu'il y a encore 800 millions de personnes sur la planète qui ne mangent pas à leur faim? Et où se trouvent ces personnes? Une première réponse était donnée à partir de ce document que vous aviez étudié. Alors déjà, on a affaire certes à une image, mais le mot image est un peu trop neutre, donc j'attendais une précision. On a affaire certes à un dessin, c'est déjà un peu plus précis, mais c'est un type de dessin un peu particulier qui a tendance à déformer la réalité, hein, des personnes comme ça, c'est un peu déformé, même s'il y a des personnes en surpoids et d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus maigres. Mais là, on a vraiment une déformation de la réalité, et lorsqu'un dessin déforme la réalité, on parle de caricature. Alors que nous dit cette caricature? C'est intéressant. Elle présente deux personnages qui ont des situations alimentaires totalement différentes, avec des conséquences totalement différentes sur leur aspect physique et sur leur santé. Qui sont ces deux personnes? Alors on peut facilement les identifier. Il y en a une qui a la peau un peu plus foncée, donc on peut comprendre que cette personne qui est visiblement assez maigre, petite, viendrait d'Afrique. A l'inverse, cette personne qui a la peau blanche vient plus probablement d'Europe
ou d'Amérique du Nord? Vérifions ça avec une carte. Sur cette carte, vous avez, avec les couleurs, réparti la répartition des rations alimentaires, rations caloriques, hein, c'est calculé en kilocalories, que reçoit en moyenne un habitant pour chacune de ces régions. En rouge, ce sont des rations qui sont insuffisantes, voire très insuffisantes. En effet, on nous dit dans le petit encart aussi, en bas à gauche, que pour vivre, il nous faut en moyenne entre 2400 et 2800 kilocalories par jour. Donc quand vous êtes en dessous de 2000, vous êtes en situation très insuffisante au niveau de ces kilocalories. À l'inverse, plus on va vers le vert et le vert foncé, voire bleu, nous avons des rations très élevées, voire trop élevées. C'est ça qui est intéressant. Non pas très élevées, mais trop élevées. On mange trop dans ces pays-là. Et quels sont ces pays, si vous regardez sur la carte? Eh bien, nous avons l'Europe et nous avons l'Amérique, notamment les États-Unis. Nous mangeons trop dans ces régions-là, alors qu'à l'inverse, vous avez des régions, et notamment, on retrouve toujours les mêmes pays, l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique située au sud du Sahara, l'Afrique centrale, et également certains pays d'Asie ou d'Asie du Sud, comme l'Afghanistan, comme le Laos, qui sont des pays où une grande partie de la population ne mange pas à sa faim. Alors, vous le voyez à travers ces deux personnages, non seulement il y a un vrai déséquilibre, donc dans le monde la situation elle n'est pas partout pareille, hein, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 800 millions de personnes qui meurent de faim, ces personnes-là ne sont pas en Europe. Ça ne veut pas dire qu'en Europe ou aux États-Unis, la situation alimentaire n'est pas inquiétante, puisqu'on a dit qu'on mangeait trop, notamment des choses de mauvaise qualité. Regardez, on vous dit, les deux personnages, c'est ironique, hein, c'est un petit peu l'humour noir. Vous avez un personnage ici qui est en situation d'obésité qui nous dit, vous avez de la chance, vous, les Africains, à 50 ans, vous ne souffrirez pas de cholestérol. Cholestérol qui est dû à une trop forte consommation de gras, notamment. Et à l'inverse, vous avez l'Africain qui vous dit à 50 ans, moi, c'est sûr, j'aurais pas ce problème-là, je serais déjà mort parce que je serais mort de faim. Donc, l'auteur de ce dessin, voilà, rigole un petit peu de cette situation triste, hein, ce qu'on appelle de l'humour noir. Mais effectivement, il dénonce une situation alimentaire qui est extrême dans ces deux régions du monde, puisque vous avez, je vous montre en photo ce que ça peut donner, euh, dans des régions, là on est aux États-Unis ou au Mexique, je ne sais plus, un des deux pays d'Amérique du Nord, vous avez ces jeunes enfants, hein, très jeunes, qui sont dans un fast-food et qui sont visiblement en situation d'obésité. Et à l'inverse, vous avez en Afrique ce genre de photos alarmantes où vous avez des jeunes enfants très 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 amaigris et qui, pour la plupart, n'atteindront pas leur croissance normale, voire mourront euh, pendant leur enfance. Donc ce déséquilibre qui est frappant montre bien le dysfonctionnement qu'il y a au niveau alimentaire mondial. On a des enfants qui mangent beaucoup trop et d'autres qui ne mangent pas assez. Alors, dans aucun des deux cas n'est positif, puisque même pour les cas d'obésité, l'obésité, si on cherche à lutter contre, c'est parce qu'elle entraîne tout un tas de complications, notamment cardiovasculaires, hein, pour le sang, pour le cœur, euh, pour se déplacer, etc. Donc ça peut entraîner des cas graves, voire la mort, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, quand on a observé la carte, on a vu que c'était en Afrique subsaharienne, donc les pays plutôt pauvres. Et à l'inverse, c'est plutôt dans les pays riches qu'on a une trop forte consommation. Mais dans ces pays riches, les personnes qui sont obèses, et bien regardez sur ce graphique, on vous présente ici euh, un rapport entre le salaire des ménages, c'est-à-dire le salaire des foyers, des couples, des familles si vous préférez, et l'obésité. Et regardez, moins on gagne d'argent, plus on est obèse. C'est-à-dire que le nombre d'obèses les plus importants sont dans les familles pauvres. Donc les familles, on ne peut pas se nourrir avec de la bonne qualité. On va au fast-food. Alors, vous allez me dire, le fast-food, c'est pas forcément bon marché, mais ça, c'est des situations qu'on l'on voit où on mange des choses de mauvaise qualité, trop sucrées, trop salées, trop grasses, alors que dans les familles où on gagne beaucoup plus, vous voyez que les pourcentages d'obésité sont bien inférieurs.
Alors on va noter tout ça à la suite de ce je retiens, hein, cette situation qui est déséquilibrée, hein. On avait fait un constat global au-dessus, donc à la suite de ce que vous aviez noté ici, vous pouvez noter que malgré ces progrès nets, hein, effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui meurent de faim, hein, mais cette sécurité alimentaire, hein, cette dose suffisante de nourriture, elle n'est pas égale dans le monde, puisqu'on a à peu près 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées. C'est principalement en Afrique subsaharienne et dans certains pays d'Asie du Sud. Et le problème, c'est que dans ces régions-là, les gens vivent grâce à l'agriculture des paysans locaux. Les paysans se nourrissent grâce à leur propre agriculture. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière. On l'avait vu avec l'exemple de l'Indonésie. Les gens produisent leur riz et mangent leur riz. C'est beaucoup moins le cas en Europe. C'est-à-dire que les gens qui font des vaches à viande ou des vaches à lait, euh, le lait qu'elles achètent ou le beefsteak qu'elles achètent au supermarché, il n'y a pas forcément beaucoup de chances que ce soit issu de la vache qu'ils ont élevée pendant plusieurs années. C'est pas le cas de l'agriculture vivrière. Mais le problème de cette agriculture vivrière, notamment dans les pays très pauvres, c'est qu'elle ne suffit pas à nourrir tous les paysans, parce qu'il y a des problèmes climatiques, parce qu'il y a des problèmes de guerre, parce qu'il y a des problèmes tout simplement de moyens, hein, pour améliorer cette agriculture et la rendre performante. Et puis d'autres problèmes surviennent cette fois, on l'a vu, ailleurs que dans les pays du Sud, donc la malnutrition. Alors malnutrition, attention, c'est pas forcément euh, pas manger assez, c'est mal manger. Et dans la malnutrition, il y a la conséquence, avec notamment l'obésité, qui est un grave problème sanitaire dans les pays développés et même maintenant dans les pays émergents où on commence à manger un peu à l'américaine avec notamment les fast-foods. Alors, on va conclure ce chapitre comme on l'a fait pour les parties précédentes avec l'eau et les énergies. On va essayer de conclure sur quelque chose de positif, on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir et trouver des solutions, car il y en existe, évidemment, hein. Alors la question, le défi qui se pose aujourd'hui à l'humanité, c'est comment nourrir une population qui augmente toujours plus. On sait qu'en 2050, on sera aux alentours entre 9 et 10 milliards d'habitants. Comment faire? On a déjà du mal à nourrir aujourd'hui nos presque 8 milliards d'habitants. Comment on va faire pour en nourrir 1 milliard ou 2 milliards de plus? Et non. Et en plus, il va falloir les nourrir sainement, donc pas avec des fast-foods. Il va falloir les nourrir durablement, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. Et il faut aussi que ça respecte la nature, parce que souvenez-vous les problèmes avec l'huile de palme, notamment en Indonésie, la déforestation, et les consommations trop fortes d'eau. Et ça doit aussi être équitable, c'est-à-dire tout le monde doit en profiter, ne doit pas profiter qu'à certains pays, qu'à certains types d'agriculteurs. Quelles solutions existent? Eh bien, on va le voir maintenant et on va terminer là-dessus. Alors, la première des solutions, elle vient en fait, la solution à un problème, celui du gaspillage alimentaire. Je vous avais montré je vous avais donné en exemple ce dessin à étudier. Effectivement, on voit, ça se lit comme une BD, où on voit cette femme qui jette de la nourriture, qui jette une cuisse de poulet, des carottes visiblement, et le dessinateur veut nous montrer en fait que ce gaspillage alimentaire, c'est d'abord un gaspillage d'argent, mais c'est aussi un gaspillage des ressources de la planète. Donc on est en train de jeter quelque part une partie de notre planète. Alors je vous montre cette statistique qui est assez impressionnante, hein. C'est une statistique qui représente la France. Chaque année en France, nous jetons à la poubelle 10 millions de tonnes de nourriture. Ça représente déjà, on va essayer de se rendre compte ce que ça représente en argent, 16 milliards d'euros. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 16 milliards d'euros, c'est colossal. Alors, qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous? Eh bien, chaque Français, on fait la moyenne, alors vous allez me dire, bah, il y en a qui jettent moins, oui, effectivement, mais c'est une moyenne. En moyenne, chaque Français jette 29 kilos de nourriture par an, donc 108 euros partent à la poubelle chaque année. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire, nous aussi, individuellement, avec 108 euros hein, par an, en plus. Ce qui représente en fait un repas par semaine. Si on calcule, il y a 3 repas par jour, 7 fois 3, 21. Sur les 21 repas, il y en a un que vous jetez à la poubelle. À partir de tout ce que vous avez acheté dans votre frigo,
il y a une partie parce que on jette les choses que la date est dépassée, ou il y a une petite tache de moisissure, on jette. Voilà le pain un peu rassis. Donc tout ça, ça représente une part colossale de la nourriture. En réalité, à l'échelle mondiale, un tiers de ce qu'on produit comme nourriture part à la poubelle. Alors pas forcément au moment de la consommation, parfois ça peut être dès le départ, c'est-à-dire on a du mal à conserver les aliments, notamment dans les pays pauvres, on n'a pas ce qu'il faut, les frigos, on a du mal à répondre aux attaques d'insectes, donc il y a une partie de la production qui est gâchée. Et puis dans les pays les plus riches, c'est surtout le consommateur qui gâche. Hein, vous avez tous vu ces poubelles de supermarché ou des poubelles de fast-food où on jette des tas de nourriture. Et le meilleur exemple, c'est peut-être ce qui se passe à la cantine. À la cantine, parfois on vous fait le reproche d'avoir pris des choses et de les avoir jetées. Ça, c'est effectivement un gâchis monumental quand on sait la situation que connaissent certains pays d'Afrique notamment où on est sous-alimenté. Donc évidemment, la première des solutions pour mieux se nourrir, ça va être d'abord une solution très simple, d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors la deuxième des solutions, elle est également dans notre comportement, c'est modifier un peu notre manière de manger et nos habitudes. Pas forcément changer radicalement, mais il y a des petites choses dans notre quotidien que l'on peut faire. Et pour ça, pour comprendre ça et pour agir sur notre comportement, il faut d'abord comprendre en amont ce qui se passe. On va repartir du côté du Brésil. Vous vous souvenez qu'au Brésil, c'est un peu comme en Indonésie, il y a de la déforestation. Pourquoi enlève-t-on cette forêt amazonienne? Eh bien, on l'enlève tout simplement pour y planter du soja. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est bien, du soja, ça va permettre de nourrir les habitants». Bah non, ça ne nourrit pas des habitants, ça nourrit des animaux. Des animaux qui sont parqués massivement dans ces immenses parcs où chaque vache a quelques mètres carrés de liberté à peine. Des vaches qui seront ensuite transformées en viande, et notamment en viande pour les fast-foods. Donc là, il faut bien comprendre la conséquence de notre consommation de viande, de dire que en consommant beaucoup, et on sait aujourd'hui qu'on en consomme plus que nécessaire. La viande, elle est nécessaire pour les protéines, mais on en consomme beaucoup trop, et évidemment, ça pose même des problèmes de santé, notamment aux États-Unis. Donc on peut se rendre compte que en réduisant notre, euh, notre nourriture, notre quantité de viande, on aura sans doute besoin de moins produire de soja, ou en tout cas utiliser le soja pour nourrir notamment d'autres populations. Je vous montre d'ailleurs la consommation de viande. Vous voyez que au 19e siècle, jusque même dans les années 50, on consommait à peu près voilà, 40 kilos de viande euh, par habitant et par an. On a atteint dans le monde, non c'est en France, pardon, excusez-moi, en France, on a atteint jusqu'à 90 kilos de viande par an. Enfin, c'est colossal, on ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est colossal. Aujourd'hui, on a une tendance à la réduction parce qu'on se rend bien compte que, à la fois pour la santé, ça commence à présenter des risques, et puis pour l'environnement, on sait que l'élevage, c'est un des éléments qui consomme le plus d'eau, qui consomme le plus d'énergie et surtout qui est producteur de gaz à effet de serre. Donc vous pouvez noter, deuxième solution, alors je dis pas que chaque solution n'est pas forcément unique et elle n'est pas forcément la seule à adopter. On peut utiliser plusieurs de ces solutions et cumuler, ça permettra de mieux se nourrir euh, à l'avenir. Donc on peut modérer nos habitudes alimentaires, c'est-à-dire manger moins, on sait qu'on mange trop, notamment en Europe, et on peut manger moins de certains aliments, manger moins de viande. On peut aussi manger des légumes de saison. Pourquoi aller consommer des produits qui ne poussent pas, par exemple en hiver, chez nous? Pourquoi les faire venir de très loin, quand on sait que ça va coûter plus cher pour les faire venir, que ça va polluer pour les faire venir? Donc essayer de manger plutôt des produits locaux, qui n'ont pas été transportés sur des milliers de kilomètres. Donc oui, tout ça, le consommateur a son rôle. On a un vrai rôle pour agir sur l'environnement et sur les ressources alimentaires.
Alors, ça, c'est le rôle du citoyen. Mais il y a également des choses qui se passent bien au-dessus de nous, où on ne sommes pas responsable de ça, c'est les nouveaux modes d'agriculture. Alors, vous connaissez sans doute l'agriculture biologique, qui s'interdit d'utiliser tout produit chimique, notamment donc les engrais ou les pesticides. Vous avez découvert, à travers l'exemple de l'Indonésie, un mode d'agroécologie, hein, donc c'est-à-dire en utilisant tous les éléments de la nature qui interagissent entre eux. Alors en Indonésie, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, où avec les arbres, on pouvait protéger d'autres plantes et ça permettait d'avoir une meilleure production. Il existe même des choses plus innovantes, je vous en montre une, et qui est plus surprenante aussi, c'est l'agriculture dans un lieu où on ne s'attend pas à en trouver. Vous le voyez ici, on est sur les toits des immeubles et on est en ville. On a affaire à de l'agriculture urbaine. Effectivement, on sait que l'un des problèmes de l'agriculture, c'est que c'est consommateur d'espace. Et là, l'espace, on l'a en ville, on l'a notamment sur le toit des immeubles. Donc aujourd'hui, on l'utilise pour produire de la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Et enfin, autre exemple que je peux vous montrer, c'est aussi un exemple d'agriculture du futur. C'est de l'agriculture verticale, hors sol. Vous avez ici des salades notamment, qui ne poussent pas dans de la terre. Donc là aussi, on n'a pas besoin de consommer de l'espace. Alors vous allez me dire comment elles poussent. Eh ben, elles poussent dans une espèce de mousse artificielle. On utilise très peu d'eau et elles peuvent pousser 24 heures sur 24 puisqu'on n'utilise pas le soleil, on utilise des petites lampes. Alors ça a un inconvénient, c'est que ça consomme quand même pas mal d'énergie, mais ça fait économiser de l'eau et ça fait économiser de la place et surtout on n'utilise pas de pesticides. Donc troisième branche sur notre petit schéma. Alors vous gérez à peu près la place dans votre cahier, hein, ça peut prendre une demi-page, attendez peut-être la fin de ce petit schéma avant de tout noter. Donc troisième et avant-dernière chose que l'on peut noter, ce sont les nouvelles formes d'agriculture, l'agriculture biologique, l'agroécologie, où je vous ai dit on essaye de prendre tout en compte, hein, toute la biodiversité, tout le rôle des animaux également, hein, des insectes notamment ou des oiseaux, l'agriculture urbaine, plus surprenante, ou encore l'agriculture verticale. Alors en plus de ces nouvelles formes d'agriculture, vous avez aussi une manière différente de penser le commerce autour de l'agriculture commerciale. On a créé ce qu'on a appelé le commerce équitable. On a un petit peu parlé dans la vidéo où je vous avais montré sur l'Indonésie et sur les actions nouvelles qui se faisaient pour aider les petits producteurs, notamment de café. Eh bien, ce commerce fonctionne en fait par un principe simple. Euh, Pendant très longtemps, on va prendre un paquet de café, il y avait peut-être 10, 15 centimes, donc sur les 3 euros au total, qui revenaient aux producteurs, c'est-à-dire aux paysans qui avaient planté ces caféiers, qui les avaient entretenus, qui avaient fait la récolte. Tout le reste partait aux transporteurs et aux distributeurs, c'est-à-dire aux magasins Carrefour, Cora ou Leclerc, qui vendaient le café. Et on a trouvé que ce système-là n'était pas équitable. Donc il y a un système parallèle qui s'appelle le commerce équitable et qui permet, sur le prix total, alors c'est souvent un tout petit peu plus cher, hein, sur peut-être que le paquet vous allez payer 3,20 €, mais sur ces 3,20 €, eh bien il y aura peut-être 50 centimes ou 1 euro qui reviendront directement au producteur. Donc c'est beaucoup plus équitable, il y a un partage du prix qui est beaucoup plus équitable et qui permet à ces petits producteurs de mieux vivre. Donc vous pouvez noter. Autre solution, hein, il y a le commerce équitable qui est beaucoup plus respectueux des paysans. Alors pour terminer, eh bien on va parler des nouveaux produits que l'on peut consommer. Ce qu'on disait, on peut manger moins de viande, manger des légumes de saison, etc. Mais il y a également de nouveaux produits pour compenser, notamment le fait de ne plus manger ou de moins manger de la viande traditionnelle ou certains produits. Premier exemple, c'est de la viande de laboratoire. Aujourd'hui, dans les laboratoires, à partir de quelques cellules de muscles, des cellules de viande, on arrive à reconstituer de la viande artificielle. Alors ça a certains inconvénients, ça là aussi beaucoup d'énergie, on doit les emballer dans du plastique qui n'est pas réutilisable. Donc ça a certains inconvénients, mais ça permet
évidemment, de beaucoup moins consommer d'eau, beaucoup moins consommer d'espace qu'un immense élevage, comme je vous ai montré la photo tout à l'heure. Dernier produit, après avoir évoqué cette viande faite en laboratoire, et dernière solution peut-être un peu plus durable et plus saine pour l'environnement, c'est la consommation de ce qui se fait déjà dans une grande partie du monde, mais moins en Europe et en Amérique du Nord, ce sont les insectes. Alors vous allez voir dans une vidéo, je ne peux pas vous la diffuser pour des problèmes de droit d'auteur, j'ai été bloqué dans ma vidéo, donc j'ai dû recommencer. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur YouTube, donc vous pourrez faire pause dans cette vidéo, et aller sur YouTube, vous taperez manger des insectes, pourquoi pas moi. Donc vous serez obligé d'ouvrir une autre page YouTube que la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Et vous regarderez donc cette première vidéo ici qui s'affiche dans la liste de vos recherches. Manger des insectes, pourquoi pas moi? Ça dure 4 minutes, 4 minutes 30. Et vous découvrirez un peu les avantages de la culture et du coup de la consommation d'insectes pour les ressources alimentaires. On se retrouve juste après. Une fois que la vidéo sur ces insectes est terminée, vous pourrez revenir à la vidéo précédente sur notre cours. Voilà, donc vous avez entendu dans cette vidéo l'avantage que présentent les insectes. Ce sont notamment des animaux faciles à produire, peu consommateurs d'eau, peu consommateurs de nourriture, puisque vous voyez que on a beaucoup moins besoin de les nourrir, notamment que les vaches. Donc à kilo égal, évidemment, hein, pour 1 kilo d'insectes, vous aurez besoin de beaucoup moins de ressources que pour 1 kilo de viande. Donc c'est un produit de substitution qui peut avoir de l'avenir. Et dites-vous bien que plusieurs milliards d'habitants sur cette planète consomment des insectes, hein. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est nouveau en Europe, c'est nouveau en Amérique du Nord, et c'est pas nouveau notamment en Asie ou en Afrique. Alors, pour ceux qui seraient pas forcément amateurs ou qui seraient pas tentés, évidemment, ça peut effrayer, mais c'est pour ça que je vous ai mis tout un tas de solutions. Il n'y a pas forcément une solution qui est à prendre uniquement, c'est l'ensemble de ces solutions, et encore, je ne vous ai pas tout dit, qui pourra permettre à la planète de relever le défi de se nourrir d'ici à 2050, lorsqu'on aura atteint 9 milliards, voire 10 milliards d'habitants et on espère, on vivra sur une planète un peu plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Donc dernière chose que vous pouvez noter ici, les nouveaux produits, la viande en laboratoire par exemple, ou les insectes qui émettent évidemment beaucoup moins de gaz à effet de serre et qui ont une consommation d'eau beaucoup moindre également. Alors on va terminer en notant les définitions. Agriculture commerciale, sécurité alimentaire, agriculture vivrière et malnutrition. Ce sera les dernières définitions de ce chapitre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve donc à partir de la semaine prochaine. Je compte sur vous, frais et dispo. À bientôt et bon courage.